tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Duplex, le podcast du Libertin. Alors aujourd'hui, on est avec toute l'équipe autour de la table. On a Elsa. Hello. Mathilde. Bonjour. Pierre. Bonjour. Elisa. Salut. Et Binta. Bonjour. Alors évidemment, nous sommes ravis de vous retrouver pour de nouvelles aventures, n'est-ce pas ? Bien sûr. Je pense que vous n'avez pas pu passer à côté du débat du 10 septembre entre Kamala Harris et Donald Trump, et plus particulièrement de cet extrait de Donald Trump qui circule en masse sur les réseaux sociaux. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets. Alors, voilà, un extrait qui a beaucoup circulé, qui a beaucoup fait parler. Et effectivement, aujourd'hui, on va s'intéresser aux élections américaines du 5 novembre 2024 et on va aborder certains aspects qui nous paraissent importants et souvent moins abordés dans les médias. Alors, très rapidement, ces élections, elles vont concerner environ 244 millions d'Américains. Et je propose que pour commencer, on passe une petite rétrospective des campagnes des deux candidats respectifs. Alors, Kamala Harris a pris la place de Joe Biden dans la course à la présidentielle depuis qu'il a renoncé le 21 juillet 2024. Et Elisa, quels sont les points forts que Kamala Harris met en avant ? Alors Kamala Harris, elle a plusieurs points forts à mettre en avant, notamment son âge, parce que par rapport à celui de Biden, en fait, c'est un gros atout, et aussi face à Trump qui a 78 ans. Le fait qu'elle en ait 59, en fait, c'est défendu comme une force. Le changement par le Parti démocrate de candidat est dû à l'âge, parce que Biden était considéré comme trop vieux, et ça avait découragé beaucoup de voteurs démocrates parce qu'il faisait des erreurs dans ses discours, il bafouillait et on avait peur de sa santé. Voilà, donc ça c'est un bel avantage. En plus, Kamala Harris est une ancienne procureure de l'État de Californie. Elle l'était de 2011 à 2017. Avec ce poste, elle représentait le gouvernement fédéral dans les cours de district et les cours d'appel fédérales. En fait, elle en joue dans sa communication de campagne parce que ça fait un grand contraste avec Trump, qui comparait devant la justice dans des procès scandaleux qui impliquent des violences sexistes et sexuelles. Donc elle met en avant ce good guy versus bad guy. Une de ses propositions, c'est de réformer la Cour suprême. Donc, elle met en avant ce côté justice. Son dernier atout, c'est que c'est une femme. Donc, ce serait un changement, même une sorte de révolution aux États-Unis, parce que ce serait la première femme présidente des États-Unis. Elle le met notamment en avant sur sa prise de position favorable sur l'interruption volontaire de grossesse. Et ce critère, il marche beaucoup chez les jeunes femmes pour convaincre en fait, d'un vote démocrate. Clairement, mais surtout, justement, avec ces traits caractéristiques qui feraient d'elle une présidente inédite aux États-Unis, pourquoi Kamala Harris a-t-elle fait le choix de son colistier Tim Walz, un homme blanc, âgé de 50 ans ? Alors, c'est un choix qui est stratégique parce que c'est une contradiction en surface pour rassurer les plus conservateurs parce qu'en fait, Tim Walz, il incarne l'Américain traditionnel. Mais en fait, dans ses prises de position, il soutient notamment la défense de l'avortement et la lutte antiraciste. C'est le gouverneur du Minnesota et il a dû gérer le mouvement Black Lives Matter lors du meurtre de George Floyd en 2020 à Minneapolis. Kamala Harris, en plus, c'est une personne qui est racisée. Pour elle, c'est un avantage et un inconvénient. Un avantage dans le Parti démocrate et un inconvénient dans le Parti républicain. Et ça dépend de l'angle en fait, dont elle se présente. Ses origines jamaïcaines et indiennes lui donnent une légitimité, notamment à parler de la lutte antiraciste. Maintenant que tu as montré un petit peu les aspects positifs de sa campagne, quels sont les points clés sur lesquels Harris se trouve en difficulté ? Alors, Kamala Harris est actuellement vice-présidente, sauf qu'elle n'a pas pris beaucoup de place en tant que vice-présidente, donc elle n'est pas hyper connue au niveau national et elle doit compenser ce manque de reconnaissance par la population américaine en faisant beaucoup de meetings, surtout aussi à cause du fait que la campagne a été tardive pour elle, vu que Biden s'est désisté en juillet 2024. Elle a aussi une faiblesse sur le plan international, parce que Trump, il a déjà de l'expérience, qu'elle soit considérée bonne ou mauvaise, alors que Harris était beaucoup plus effacée, et elle a une image d'elle comme quelqu'un qui aurait une méconnaissance des enjeux politiques internationaux. Aussi sur la question migratoire, c'est là où c'est son plus gros point faible, parce que c'est un territoire qui est hyper désavantageux. Elle est face à Trump, qui est perçu comme étant beaucoup plus fort, arrêté et pris au sérieux sur ce sujet-là. Et en plus, elle incarne le bilan du mandat de Biden, qui peut être contesté parce que certains disent qu'il est mauvais sur ce point, car l'immigration illégale a atteint des sommets durant son mandat. Et dans le camp adverse, Pierre, tu peux nous parler de Donald Trump et de son colistier J.D. Vance ?
En fait, déjà, Donald Trump, il incarne le bilan du 45e président des États-Unis un peu de manière positive, donc par un décret anti-immigration, ou alors son retrait des accords de Paris, mais aussi une réforme fiscale. En fait, tout ça, c'est des promesses qu'il avait du coup tenues, parce que ça vient de son slogan MAGA, Make America Great Again, et America First. Il a toujours cette image d'homme d'affaires très populaire aux États-Unis. Pour rappel, il est quand même milliardaire. Et du coup, d'un point de vue républicain conservateur, c'est vraiment une victoire de long terme parce qu'il a nommé beaucoup de juges conservateurs, environ une 60aine, et dont un très important à la Cour suprême, qui est donc devenu majoritaire dans cette idéologie. Et au-delà du bilan, concrètement, à quel personnage on a affaire ici ? En fait, on a affaire à quelqu'un qui a un style vraiment particulier, qui a un travail de communication vraiment qui fonctionne. En témoignent ces tweets qui sont en permanence sur X, qui rassemblent 91 millions d'abonnés, soit 4 fois plus que Kamala Harris, c'est quand même énorme. Ses outrances choc, on les connaît, son langage vulgaire, il nous est familier, etc. Et en fait, son but, c'est vraiment de se démarquer des élites traditionnelles qui reflètent donc cet aspect de populiste de droite. Il a son propre agenda, son propre rythme, et il définit du coup sa propre idéologie. Par exemple, il dit qu'il va arrêter les guerres dès le lendemain de son élection, qu'il va stopper net l'immigration. Enfin, tout ça, c'est des choses qui sont récurrentes dans ses discours. Et aussi du point de vue de l'IVG, c'est un sujet très délicat aux États-Unis. D'abord, il hésitait à réfléchir à une loi de compromis sur l'IVG, mais finalement, il s'est rangé derrière l'avis de la Cour suprême, qui avait abrogé ce droit fédéral, on le rappelle, en 2022, donc vraiment un recul des droits des femmes. Et ça pouvait paraître handicapant pour lui, mais au final, car ça a exclu beaucoup de votes des femmes, mais au final, il y a eu le mouvement des Tradewives, qui faisait la promotion du patriarcat, d'un mode de vie traditionnel, religieux et soumis, et qui le soutiennent activement, qui en ont vraiment fait une cause. Et c'est vraiment un énorme mouvement sur les réseaux sociaux. On parle d'un hashtag quand même qui regroupe 340 millions au moins de personnes. C'est quand même assez incroyable. Alors, Donald Trump, c'est donc un candidat très populaire. Il plaît aux électeurs américains, mais il est aussi très controversé et il rencontre certaines difficultés. En effet, ouais, il est très controversé, même au sein des républicains modérés. Du coup, il y a vraiment un défaut de représentativité à ce niveau-là. Et comme on l'a vu aussi au début du podcast, il y a beaucoup de mèmes qui circulent sur lui. En fait, il y a vraiment une culture du ridicule. Il n'est pas toujours pris au sérieux, il est beaucoup moqué. Sinon, il incarne aussi un bilan dangereux au niveau de la démocratie. Il ne reconnaît toujours pas sa précédente défaite en 2021. C'est carrément devenu un sujet tabou. Son invasion en 2021 du Capitole, elle lui porte encore préjudice. Il a des procès avec l'actrice X, Stormy Daniels, etc. En fait, la liste est longue et les procès judiciaires ne sont pas résolus. Du coup, c'est toujours repoussé sans arrêt. Et en fait, on parle d'une immunité partielle le concernant, sous prétexte d'un trouble à la campagne présidentielle. Mais du coup, son image reste quand même entachée à ce niveau-là. Et sinon, Donald Trump, il se démarque aussi des autres parce qu'il utilise beaucoup des fake news. Mais bon, à ce niveau-là, même si c'est des fausses informations qui sont diffusées et qu'elles sont démenties, tant qu'on parle de lui, en fait, Donald Trump est gagnant. C'est vraiment le roi des fake news, pour le coup. C'est lui qui l'a institutionnalisé dans le monde. Mais vraiment. Et la tentative d'assassinat le 13 juillet 2024, elle en témoigne parce que, en fait, elle a été directement instrumentalisée en sa faveur. Il a accusé les démocrates de vouloir le faire taire, etc., alors que l'acte partisan n'a jamais été démontré en soi. Et comme on l'a dit du coup précédemment, il fait face à une candidate nouvelle qui est respectée. Et c'est un adversaire de taille, contrairement à Biden, qui était beaucoup plus facile à ridiculiser. Et donc on peut dire que les rapports de force ont changé. En témoigne du coup le refus de Trump de mener un second débat avec Kamala Harris, parce que c'est vraiment un risque pour sa popularité jusqu'ici qui paraissait pourtant intangible. Finalement, depuis le retrait de Joe Biden pour la présidentielle, on constate donc une nouvelle dynamique partisane. Mais complètement. Et surtout, on ne peut pas nier le fait que peu importe les événements, Donald Trump a vraiment cette capacité incroyable à toujours tirer du positif dans ce qui s'impose à lui. Il manipule les faits en sa faveur en permanence, il étouffe les choses problématiques, il consolide sa base électorale. Enfin bref. Et il n'a jamais cessé d'être présent sur la scène médiatique malgré son échec en 2021. Il s'est vraiment institutionnalisé dans la vie politique américaine. Et la crainte du pays aujourd'hui, elle porte vraiment sur sa réaction aux élections prochaines le 5 novembre 2024 parce qu'il est vraiment imprévisible. Effectivement, il joue vachement de son image sur les réseaux sociaux et les médias en général. En tout cas, merci à vous deux pour ce débrief. On l'a vu, il y a une forte dichotomie aux États-Unis avec un clivage républicain et démocrate qui est structuré en fait dans tous les domaines de la société, les médias, les célébrités, l'État. Et maintenant, je vais me tourner vers Mathilde.
Justement, il y a des particularités qui s'observent lors des élections américaines. Et on voulait insister particulièrement sur certains États décisifs, certains États décisifs aux États-Unis. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Mathilde ? Absolument. Du coup, les swing states ou les États pivots, ils jouent un rôle crucial dans les élections américaines. En fait, les swing states, ce sont des États où les électeurs ne sont pas clairement alignés avec un parti politique, ce qui signifie qu'ils peuvent basculer à tout moment entre les républicains et les démocrates. En 2024, nous pouvons compter entre 6 à 7 États qui sont considérés comme des États pivots. De plus, les plus importants sont l'État comme la Floride, le Wisconsin et la Pennsylvanie, ou encore le Michigan, qui sont particulièrement observés par la population et les deux candidats, car ils peuvent déterminer le nombre final de l'élection, car ce sont ceux qui comportent le plus grand nombre de grands électeurs. À moins d'un mois de l'élection, chaque déplacement est habituellement organisé pour maximiser les chances d'avoir le plus d'électeurs sans oublier les retombées médiatiques. Mais alors, pourquoi ces États en particulier sont-ils plus importants que les autres et plus décisifs ? Est-ce qu'ils font l'objet d'une stratégie politique des candidats, par exemple ? Eh bien, en effet, les candidats concentrent souvent toutes leurs ressources et leurs efforts dans la campagne sur ces États pour gagner les voix nécessaires. Cela inclut des visites fréquentes, des publicités ciblées et des messages politiques adaptés aux préoccupations locales. Les rallyes des candidats sont concentrés presque exclusivement sur les swing states, car ils doivent non seulement convaincre les indécis, mais aussi s'assurer que leurs partisans se rendent aux urnes. Alors, je t'embête un petit peu, mais je vais te demander de nous donner quelques chiffres sur ces swing states. Absolument, pas de problème. Au niveau national, d'abord, c'est la démocrate Kamala Harris qui est en tête, à la date du 6 octobre, avec 48,5% des intentions de vote, contre 45,9% pour le républicain Donald Trump. Et cette année, les sondages sont extrêmement serrés sur les principaux swing states. Donc, pour les sondages sortis ce 7 octobre dernier, la Floride est à 49% pour Trump et 46% pour Harris, alors que pour la Pennsylvanie, c'est 48% pour la démocrate et 47% pour le républicain. Les sondages entre les swing states varient de 1 à 2% à chaque fois. Mais il ne faut pas oublier de prendre du recul dessus, car ils varient chaque semaine et ne représentent pas forcément de façon précise les futurs résultats. Bon, en résumé, ces États sont tellement décisifs que les candidats font campagne seulement dans ces États. En tout cas, ils n'y mettent que de l'effort dans ces États particulièrement. À présent, on va se pencher sur une partie de la population, les jeunes. Et surtout, Elsa, quelle place ont les jeunes dans ces élections ? Et est-ce qu'on peut plutôt parler d'une jeunesse engagée ou au contraire une jeunesse américaine indécise, voire perdue ? Oui, donc la jeunesse, elle va avoir une place très importante dans ces élections, puisque justement, la génération Z ou la Gen Z, donc c'est-à-dire les gens qui sont nés après 1996, donc en gros les 18-29 ans, en 2024, ils représentent 40 millions d'électeurs, dont 8 millions de nouveaux électeurs depuis les élections demi-mandat de 2022. Donc ça représente 1/5 de l'électorat américain, ce qui est énorme. Et donc, on peut observer déjà des tendances historiques de la jeunesse dans les élections américaines, donc notamment le soutien au Parti démocrate et aussi le fait que généralement la participation est plus faible. En revanche, on a observé une hausse de la participation des jeunes ces dernières années, n'est-ce pas ? Oui, exactement, puisque leur participation au présidentiel ne fait qu'augmenter depuis les élections de 2016. Et d'ailleurs, la Gen Z, elle vote plus que les autres jeunes générations à leur âge. Et donc, selon un sondage du Circle, c'est un centre de recherche américain indépendant, il y a 57% des 18-34 ans qui se disent extrêmement susceptibles de voter en 2024. Et chez les jeunes, en termes d'orientation politique, il y en a 37 qui déclarent prévoir de voter pour les démocrates, 25% pour les républicains et 31% qui sont indécis et qui ne savent pas encore. Et est-ce qu'il y a eu des évolutions chez les jeunes en termes de positionnement politique ? Oui, parce que justement, donc, selon une étude menée par une chercheuse à l'université de Berkeley en Californie, Erin Hayes, il y a notamment des évolutions chez les jeunes partisans, comme par exemple les jeunes conservateurs, qui auraient des opinions plus fatalistes, voire libérales, concernant des questions d'égalité, de changement climatique ou de santé que les conservateurs plus vieux. Et aussi, les jeunes conservateurs, ils se sentent plus déconnectés du Parti républicain. Et c'est une tendance qui est aussi observable chez les jeunes libéraux qui se sentent de plus en plus déconnectés du Parti démocrate. Et donc, on voit aussi que du coup, le soutien traditionnel de la jeunesse aux démocrates, même s'il perdure, il s'estompe
un petit peu. Et enfin, il y a une dernière tendance qu'on peut observer chez la jeunesse, c'est que le vote de la jeunesse, il se fait majoritairement en fonction des différents enjeux, plutôt qu'en fonction des partis ou des politiciens comme les générations plus âgées. Et on note aussi que du coup, leur première priorité chez les jeunes, peu importe leur orientation politique, c'est les questions économiques, donc le coût de la vie, l'inflation, le logement, etc. Et donc, quelles sont les différentes opinions présentes ? Donc du coup, oui, effectivement, il y a plusieurs opinions au sein de la jeunesse, puisque ce n'est pas une catégorie homogène. Et notamment, on voit que, par exemple, en termes de soutien démocrate, ça s'accentue encore plus chez la jeunesse afro-américaine ou hispanique, et également chez les femmes, alors qu'à l'inverse, les hommes, ils sont de plus en plus orientés vers la droite conservatrice. Alors, Elsa, tu nous dis que la jeunesse n'est pas un groupe homogène, mais est-ce qu'il y a quand même un point commun qui unit la jeunesse américaine par rapport à ces élections ? Oui, totalement, parce que du coup, il y a un sentiment commun de désillusion et de déconnexion vis-à-vis des partis traditionnels, comme j'ai parlé précédemment. Et il y a aussi du coup une opinion commune selon laquelle les systèmes du gouvernement, ils ne fonctionnent pas correctement et ils sont incapables de répondre aux enjeux de la génération. Et donc, il y aura une forme de fatalisme, selon Hayes, qui traverse du coup tous les bords politiques. Et une frustration par rapport aux anciennes générations qui auraient simplement transmis leurs problèmes aux plus jeunes et aux partis traditionnels qui n'auraient pas été capables en fait, de régler les problèmes, les différents problèmes. Et donc, il y a aussi un des facteurs qui est le rejet du bipartisme. Ce n'est pas que chez les jeunes, mais c'est aussi présent beaucoup chez les jeunes. Et du coup, ils peuvent se sentir justement perdus ou indécis dans ce dualisme en s'identifiant à aucun parti traditionnel. Mais cependant, il y a peu de jeunes qui sont prêts à voter pour un candidat indépendant. Donc en fait, la plupart des jeunes, ils restent... Enfin, pas la plupart, mais il y a quand même une grande partie des jeunes qui ne se retrouvent pas dans les partis, qui sont juste indécis, en fait. Ces observations sont très intéressantes et on pourrait même faire un petit parallèle avec les swing states, parce que justement, tu nous dis que tous ces jeunes, la globalité des jeunes incarne une population encore indécise pour les élections. Et justement, on va voir ensuite... Binta va nous parler du rôle des célébrités aux États-Unis, chose qu'on ne retrouve pas en France d'ailleurs. Et en fait, ces célébrités peuvent faire l'objet de stratégies politiques, surtout pour les deux candidats de la présidentielle, pour inciter les jeunes à se positionner davantage politiquement. Je te laisse la parole. Effectivement, parce que si je vous demande tout de suite de vous imaginer un monde où des stars de la pop ou des manias de la technologie façonnent l'avenir politique d'une nation, vous direz plus que c'est de la science-fiction qu'autre chose. Mais c'est la réalité des élections américaines d'aujourd'hui. Parce qu'on a des personnalités comme Taylor Swift ou encore Elon Musk qu'on associe habituellement à de la musique ou à des fusées, mais qui aujourd'hui jouent un rôle relativement important dans l'arène politique américaine. Alors, tu viens de relever deux personnes immensément influentes aux États-Unis et dans le monde. Qui ne connaît pas Taylor Swift ou Elon Musk, mais est-ce que tu peux nous parler davantage de leur positionnement politique ? Bien sûr, nous pouvons prendre par exemple Taylor Swift, qui est vraiment une icône de la pop, que vous connaissez sûrement avec des chansons comme Shake It Up ou encore plus récemment Karma, qui est passée en France récemment avec son Eras Tour à Paris et à Lyon, qui a récemment fait les gros titres en apportant publiquement et ouvertement son soutien à la vice-présidente Harris pour cette élection dans un post Instagram qui a recueilli quand même plus de 11 millions de likes. Et d'un autre côté du spectre politique américain, nous avons quelqu'un comme Elon Musk qui, depuis son acquisition de Twitter, affiche un soutien vraiment indéfectible à Donald Trump, qui va même jusqu'à participer à des meetings politiques avec lui. Et à qui Donald Trump aussi a promis une place dans son administration en vue de faire des réformes en profondeur en valorisant, par exemple, des démarches politiques pour la crypto-monnaie, par exemple. Voilà. Mais concrètement, est-ce que ces célébrités peuvent-elles réellement influencer le scrutin ? Effectivement, selon le professeur Richard T. Longoria de l'Université du Texas, dans son article pour The Guardian, la majorité des électeurs américains disent que le soutien d'une célébrité ne changera pas grand-chose pour eux parce qu'ils ont déjà leurs affinités politiques dans l'échiquier. Cependant, dans une course serrée telle que la course actuelle qu'on voit avec
approximativement chacun des candidats qui se trouve à 45% des voix, des 5% indécis pourraient faire vraiment toute la différence dans la campagne. Donc les chiffres nous indiquent environ que 11% des adultes américains et 19% des jeunes adultes pourraient être influencés par le soutien d'une célébrité. Cependant, il faut aussi préciser que le soutien que peut apporter une célébrité dans cet échiquier politique peut aussi influencer de manière négative la célébrité, parce qu'il y a certaines personnes qui disent que les célébrités n'ont pas à donner leurs opinions et que ce n'est pas vraiment leur rôle de vraiment faire campagne pour un candidat politique. C'est vraiment impressionnant comment les célébrités deviennent des vrais acteurs politiques à part entière dans les élections. Et c'est important d'en parler, je pense. Mais finalement, comment les célébrités peuvent-elles toucher les électeurs ou les potentiels électeurs ? Parce qu'aujourd'hui, ça passe principalement par le biais des réseaux sociaux. Effectivement, parce que les stratégies électorales ont considérablement évolué ces 20 dernières années, parce qu'on observe vraiment une utilisation intensive des réseaux sociaux comme TikTok et Twitter, qui ont vraiment joué une place très importante dans ces élections actuellement. On peut prendre l'exemple de Kamala Harris, qui, lorsqu'elle a repris la campagne pour le Parti démocrate, a fait vraiment la tendance avec le Brad Summer de Charli XCX, par exemple, ou encore l'utilisation intensive des edits sur TikTok qu'on peut voir de temps en temps vraiment pour faire campagne pour les candidats, ou encore comme Pierre l'a déjà abordé lorsqu'il a présenté Donald Trump, l'influence par exemple des tradwives sur TikTok qui vraiment nous parlent d'une manière très intensive sur les réseaux, si vous le voyez, vraiment des valeurs de la vie conservatrice. Cela marque vraiment un changement dans les modes de campagne et souligne vraiment que les jeunes sont la démographie la plus difficile et vraiment essentielle à convaincre pour cette élection. Je dirais que l'influence des célébrités en politique est une réalité qu'il faut prendre relativement au sérieux, parce qu'on peut quand même rappeler qu'en 2008, le soutien d'Oprah Winfrey aurait apporté plus de 1 million de votes supplémentaires à Barack Obama. Donc avec des influenceurs comme Winfrey ou encore Taylor Swift, même un petit pourcentage de leurs fans suivant les conseils politiques pourrait suffire à faire basculer une élection. Il est donc crucial pour les électeurs de rester informés et de former leur propre opinion au-delà de l'influence de ces célébrités. Eh bien, merci à tous de nous avoir écoutés et merci surtout à vous 5 d'avoir participé à ce premier podcast de l'année. J'espère que ça vous a plu. Ouais, oui. Bien sûr, c'était super. Amazing. C'était très intéressant. En tout cas, moi, je vous donne rendez-vous le 14 novembre à 18h en live sur YouTube pour le projet Agora US, une émission en co-organisation avec l'association Mundus. Et en fait, ce sera un talk show de 2 heures pour débriefer des élections et de leurs conséquences. À bientôt. Salut. À bientôt. Au revoir.